est 19h. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici le sommaire de cette édition. Terminer la pédagogie sur le braconnage de tortues. La justice passe à la répression alors que les textes sont applicables depuis les années 2000. Les défenseurs des traditions dénoncent une injustice. Opère-t-on les bons patients? Le gouvernement réglemente les chirurgies liées à l'obésité pour plus de sécurité et pour qu'elles soient réservées aux patients qui le nécessitent. Une décision stigmatisante pour les professionnels de santé. Les parents d'élèves qui dénoncent une injustice quant à l'harmonisation des notes au bac de français du mois de juin dernier remporteront-ils leur combat face à l'administration? Le vice-rectorat explique que si certaines notes ont été revues à la baisse, c'est au nom de l'égalité des chances. La pilule ne passe pas, on en parle avec notre invité Thierry Terré, le vice-recteur de Polynésie. Et enfin, nous irons à Tupuai à la fin de ce journal pour découvrir une multitude de produits locaux de l'archipel. Vanneries, plantes, fruits et légumes ont séduit habitants et touristes. L'obésité est une maladie qui touche 40% des adultes polynésiens. Pour y remédier, certains ont recours à la chirurgie bariatrique. Une solution radicale, 300 opérations au moins sont réalisées chaque année. Mais toute opération comporte des risques et coûte très cher. Le pays réglemente cette pratique utilisée depuis 2010, une décision qui surprend les médecins. Les explications de Nicolas Suire et Jérôme Lee. Elle n'a pas souhaité paraître face caméra pour témoigner du retrait d'une partie de son estomac. Obèse depuis son enfance, elle a fait des régimes toute sa vie sans succès pour arriver à un poids de 145 kg à l'âge adulte. La sleeve lui a offert une seconde vie. Tout a baissé, mon poids, tout. Je peux dire tout a changé dans ma vie. C'est vraiment une bonne chose. Pour moi, c'était une bonne chose et une seconde chance pour moi. Dans son conseil des ministres du 24 août, le gouvernement annonce vouloir encadrer la chirurgie bariatrique qui est extrême, coûte cher et doit être considérée comme l'opération de la dernière chance. Pour le moment, c'est bien fait, je pense, mais donc c'est pas encadré. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui échappent à l'autorité parce qu'en fait, on ne sait pas et surtout, on n'a pas défini de cahier des charges, de conditions techniques de fonctionnement qu'on veut imposer. Le Conseil de l'Ordre des médecins aurait souhaité avoir été consulté avant une telle annonce. Aujourd'hui, il déplore passer pour un organisme de contrôle qui ne fait pas son travail. On nous pond un texte, on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas pourquoi, et on donne l'impression à la population que jusqu'à présent ça a été mal fait. C'est ça que l'on n'accepte pas. Nous avons rencontré l'un de ces chirurgiens de l'obésité. Il déclare suivre les critères exigés par la Haute Autorité de Santé et des organismes internationaux. Un patient doit attendre environ 6 mois avant d'être opéré. Il aura alors vu un psychiatre, un endocrinologue, un cardiologue et le chirurgien. Il rajoute que l'opération est le meilleur traitement contre l'obésité pathologique. Nous avons un prolongement de l'espérance de vie, une diminution des maladies associées à l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, on soulage l'arthrose et on évite tout un tas de complications de l'obésité qui raccourcissent l'espérance de vie des patients. Les chirurgiens rappellent qu'ils opèrent quand la prévention a été inefficace, voire inexistante. Aussi serait-il bienvenu de remettre en place une campagne de prévention digne de ce nom. Sachez qu'un colloque se tiendra le 24 novembre prochain avec 3 chirurgiens spécialisés de métropole. Il est organisé par le docteur Massimo Seni Burati. Le spécialiste diplômé d'université en chirurgie bariatrique compte à lui seul 3000 opérations réalisées depuis 2010. La justice pourrait donner un nouveau tour de vis à l'encontre des braconniers de viande de tortue. 4 pêcheurs encourent pour la première fois une peine de prison ferme pour avoir chassé une vingtaine de tortues en 2019 à Mopelia. Le délibéré sera rendu le 15 septembre. Pourtant, ces sanctions existent depuis toujours dans la loi du pays. C'est juste la première fois qu'elles pourraient être appliquées. Le point avec Lucille Guichet-Tirao et Patrick Singsi. 5 des 7 espèces de tortues marines vivent en Polynésie. Toutes sont aujourd'hui menacées par la pollution, la destruction de leur habitat ou encore le braconnage.
En 1971, la Polynésie réglemente la pêche à la tortue pour la première fois, avec une taille minimum. Mais aussi, l'abattage des tortues doit être effectué dans de bonnes conditions d'hygiène et la vente de tortues de mer est interdite dans toute la Polynésie. Autre temps, autres mœurs. Dans les années 2000, les textes se durcissent et la pêche à la tortue devient tout simplement interdite. La Polynésie se constitue partie civile. Le Code de l'environnement interdit la détention, la pêche et la mutilation des espèces protégées dans les tortues. Et donc, quiconque pêche de la tortue peut avoir, en plus d'une peine d'amende, peut avoir une peine de prison. Jusqu'à 2 ans de prison ferme, en plus des 17 millions de francs d'amende et de la confiscation du matériel. Mais les défenseurs des traditions ne décolèrent pas et dénoncent une interdiction aveugle. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, la pêche à la tortue est également interdite, mais des dérogations existent avec quelques chefferies, avec des quotas et pour des cérémonies particulières. Il faut laisser les gens vivre leur vie chez eux. Ça n'appartient pas à personne, ça n'appartient à aucune administration. L'administration, c'est la vie. C'est pas aller chercher à soutirer du pognon. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit de ne pas manger la tortue. Et on nous vend des poulets congelés. Dans un édito, le Tavini Wiratira propose, lui, une évolution de la réglementation afin que l'élevage, dans des proportions raisonnables, puisse suppléer les captures illicites, alors que seule une tortue sur 1000 atteindra l'âge adulte. C'est un bras de fer qui dure depuis près de 2 mois entre des parents d'élèves du lycée Samuel Rapoto et le vice-rectorat. Les premiers qui ont déposé un recours pour dénoncer une harmonisation des notes qui a engendré une baisse de moyenne de l'année pour certains élèves ont été déboutés. Ils parlent d'application absurde et abusive de la réforme. Du côté du vice-rectorat, on assure que le texte garantit l'égalité de traitement des élèves devant le baccalauréat. Les détails avec Mireille Nigamblin et Mirko Vanfo. Les courriers de refus commencent à arriver dans leur boîte aux lettres. Ces élèves de terminale contestent la réévaluation de leurs notes l'année dernière. Mais l'administration est claire, pas question de remettre en cause la commission d'harmonisation prévue par la réforme du bac. Ça nous démotive, déjà pour la plupart. Après, on a quelques-uns qui disent oui, faut que ça nous motive pour justement on arrive à avoir de meilleures notes. Pour ensuite, s'ils nous baissent, au moins on aura quand même des bonnes notes. Sauf que c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Enfin, t'enlèves pas les points aux gens qui travaillent pour justement égaliser avec ceux qui peut-être ne travaillent moins. Une centaine d'élèves du lycée Samuel Rapoto sont concernés. À la fin de l'année, ils ont découvert que leurs notes ont baissé en histoire géo et en éducation civique. On m'a retiré 2 points pour les 2 matières et je pense que ça peut jouer par rapport aux mentions pour le bac et surtout quand on vise de grandes universités. Pas d'inquiétude à avoir selon le vice-recteur. Cela ne représenterait que 0,08 points en moins sur les résultats finaux du bac. La commission d'harmonisation vise à garantir une certaine égalité dans la notation et peut revoir des notes à la hausse comme à la baisse. Mais pour les parents d'élèves, elle ne prend pas en compte la qualité des travaux rendus tout au long de l'année. La commission est prévue, mais il est prévu également que l'harmonisation, elle puisse se faire à partir de contrôles de copies. Et c'est ce qui n'a pas été réalisé. Donc nous, sur ce point-là, on ne peut pas être d'accord. En réalité, il y a eu une identification statistique de la situation et en fait, ils ont eu une approche comme chez le coiffeur. On coupe tout ce qui dépasse. Ce n'est pas du tout acceptable de la part d'une administration qui a entre ses mains le futur de nos enfants. Les parents d'élèves ont demandé à accéder aux documents de la commission. Ils doivent rencontrer le vice-recteur le 22 septembre en espérant que le rendez-vous soit avancé. L'affaire pourrait bien se terminer devant le tribunal administratif. On en parle tout de suite avec notre invité Thierry Yorana. Vous êtes le nouveau vice-recteur de Polynésie. Donc, l'administration dit qu'il faut qu'il y ait le moins de disparités possible dans les évaluations. Cela veut dire que ceux qui travaillent le moins seront au même niveau que ceux qui travaillent le plus. C'est un petit peu inégalitaire et injuste? Non, c'est précisément parce qu'il faut davantage d'équité entre tous les candidats face à un examen qui est un examen national et qui doit être reconnu même sur la scène internationale. Ce n'est pas lié ni au bac ni à la Polynésie française, c'est un principe qui est appliqué dans tous les concours et dans tous les examens. Et même pour le bac, dès 1983, l'une des disciplines, l'éducation physique, pour ne pas la citer, relevait du contrôle continu, très exactement du contrôle en cours de formation, et utilisait déjà des commissions d'harmonisation. Ce qui change avec la réforme du bac, c'est que le contrôle continu
a une place bien plus importante, et donc ces commissions d'harmonisation fonctionnent pour la quasi-totalité des disciplines. Alors en l'occurrence, vous l'avez rappelé pour les auditeurs, ça ne joue que sur au maximum 0,08 points sur la note finale du bac. Mais c'est le principe qu'il faut retenir. Mais même si ça représentait 0,01 point, ce serait toujours aussi anormal. Que faites-vous de l'engagement et de la motivation des élèves? L'engagement, le travail des élèves est tout à fait reconnu. C'est précisément parce qu'il faut que le même travail, le même engagement, quel que soit l'élève, soit reconnu de la même façon, qu'il faut que les cadres d'évaluation utilisés par tous les correcteurs soient identiques. Or, on a les outils pour identifier que certains critères d'évaluation ou certains cadres d'évaluation n'ont pas été exactement les mêmes. Donc dans ce cas-là, si l'évaluation a été trop pénalisante, on va rehausser les notes, ou au contraire, si l'évaluation a été trop pénalisante, bienveillante, on va baisser les notes. Tout le monde au même niveau, donc. Alors, ce n'est pas au même niveau, c'est pour éviter qu'il y ait certains correcteurs ou certains groupes de copies qui s'appuient sur des cadres d'évaluation différents des autres. Rien de mieux que pour démotiver et déprécier le travail des élèves qui Non, rien de mieux pour être certain qu'il y a équité entre l'ensemble des candidats face à un même examen national. C'est tout de même un exemple mauvais, si je puis dire. Pour l'année prochaine, est-ce que d'autres parents seront confrontés au même problème? Le principe des commissions d'harmonisation existe, encore une fois, pour tous les concours et les examens. Ce qui a sans doute péché, c'est l'information aux familles, aux parents, bien que cette information ait été mise en ligne. Les grands principes en sont présents sur le site Eduscol du ministère de l'Éducation nationale, mais l'explicitation plus fine, plus détaillée auprès des parents, des familles, voire des élèves, on l'a vu sur votre reportage, mérite sans doute d'être mieux réalisée. Donc vous allez revoir la communication pour l'année prochaine. Autre sujet, c'est un problème récurrent à chaque rentrée scolaire, le manque de professeurs. Est-ce que la Polynésie connaît aussi une pénurie? Dans certaines disciplines, nous faisons appel à des contractuels. La situation est bien moins dramatique qu'elle peut l'être dans certaines académies métropolitaines. Néanmoins, oui, nous faisons appel à quelques contractuels et vous l'avez entendu, il y aura probablement un concours spécial pour titulariser ces contractuels. Nous attendons pour l'instant les consignes du ministère de l'Éducation nationale pour savoir dans quelle proportion et à quelles conditions nous pourrons titulariser ces contractuels. Les Polynésiens, donc. Aussi, concernant les programmes scolaires, le pays envisage d'adapter encore davantage les programmes scolaires à la Polynésie, à l'apprentissage du fait nucléaire, la géographie des îles, etc. Quelle est votre position à ce sujet? Les examens sont nationaux. C'est important parce que la reconnaissance doit être française et internationale, mais en même temps, c'est un principe d'évidence pédagogique. Il faut contextualiser ce qu'on enseigne. Il faut le localiser, le relocaliser. C'est un principe que tous les enseignants devraient appliquer. C'est aussi une mesure réglementaire, puisque dans la Convention État-pays du 12 octobre 2016, cela est rappelé, il faut adapter les enseignements, les matières, si vous voulez, aux spécificités locales. Dans le cadre de la Polynésie française, il est évident qu'en EPS, la question du VAA doit être abordée, que l'enseignement du fait nucléaire doit être présent aussi. En sciences de la vie et de la terre, la question du récif corallien doit évidemment être abordée. C'est un enjeu éducatif et culturel majeur. Évidemment, on est tous favorables et concernés. Merci beaucoup Thierry Terré d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Les parents devraient donc vous rencontrer très prochainement. Merci. Merci. Comment rescolariser les élèves exclus du système faute d'orientation scolaire? La DG2E tente la carte de la dernière chance, peut-être pour eux. Une matinée d'orientation post-bac a été organisée pour les bacheliers pour accueillir la trentaine de jeunes gens, les représentants de l'UPF, de l'ICEP ou encore du CNAM. Mouerani Ré, psychologue de l'éducation nationale, est interrogée par Patita Savia. Aujourd'hui, on a eu plusieurs établissements qui sont venus avec les places qu'ils avaient de disponibles. On a les universités avec l'UPF, l'ICEP, on a des lycées avec les BTS, on a d'autres lycées avec des mentions complémentaires. On a fait venir également le CFPA
pour apporter des réponses aux élèves titulaires de bac professionnel qui voudraient se lancer dans l'insertion professionnelle ou avoir une formation un peu plus courte, professionnalisante. On a le CNAM également, donc on a essayé de rassembler un peu toutes les structures qui proposent des formations pour pouvoir répondre en fait aux demandes, aux attentes des élèves. Et c'est un fléau qui touche les jeunes aussi. L'ice continue de circuler en Polynésie. Il serait environ 10 000 consommateurs sur une population de 280 000 habitants. Ce soir, on s'interroge sur la prise en charge des toxicomanes dans notre société. Vevo vous propose un magazine spécial. Sana, le cristal qui consume, suivra ensuite un débat. Voici un extrait. Il n'existe pas de centre de cure de désintoxication. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas urgence pour le faire ? Si, il y a urgence. En effet, le CPSA, donc le Centre de prévention et de soins des addictions, aujourd'hui offre des consultations gratuites, anonymes, pour tout le monde, tout type de produits, et tous les jours de la semaine. On peut faire des choses, on peut aider au sevrage, notamment pour que ça soit le sevrage de l'ice ou pour le sevrage de l'alcool. Mais parfois, quand l'entourage est trop délétère, quand la situation est trop compliquée, c'est vrai que là, il nous manque des lits. Un débat animé par Marouki Duri. Autour de la table, 4 invités. Vevo, c'est tout de suite après ce journal. Elle devait voir le jour il y a 2 ans, mais le Covid a basculé toutes les ambitions. Le top départ de la première Hawaiian Wave à Solo sera finalement donné le 15 septembre. Une course de V1 en haute mer en 3 étapes. La première entre Tautira et Hitia, la deuxième entre Hitia et Hitimhana à Mahina. Et enfin, la dernière étape, la plus longue, se fera entre Hitimhana et Apitiam Auréa le 17 septembre. Tutum Am Atwaya Hutapu, la présidente du comité Hawaiian Wave A, nous en dit plus au micro de Patita Savea. La particularité, effectivement, c'est la continuité de la Hawaiian Wave 1. À savoir que quand on arrive à cette compétition-là, tous les clubs trient donc leurs athlètes en V1. Et c'est donc, on a voulu donc mettre en place pour faire donc la continuité donc de la Hawaiian Wave 1. C'est une cause qui a été réfléchie depuis déjà X temps, donc par mon papa. Il a toujours voulu mettre en place cette course, mais malheureusement, il est parti trop tôt. Il n'a pas pu aboutir donc à son projet. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à demain midi à la Fédération tahitienne de VA. Et aux États-Unis, grosse déception pour l'équipe de Shelf A. Elle ne pourra pas affronter les Américains à la Catalina Race. La course est annulée à cause d'un ouragan qui se trouve au large des côtes. Toutefois, le comité organisera une course le long de Newport Beach. Une course à laquelle participera évidemment le club. Du 100% local à Tupuai maintenant, après 3 ans d'absence, le marché du terroir a fait son grand retour. Une trentaine de producteurs, d'horticulteurs et d'artisans ont pu exposer leurs produits durant une semaine grâce à l'association Tomitit Aurua Hotu no Tupuai. Visite guidée signée Ismaël Tahiata et Roheyar Itehoiri. Difficile de croire que cette fleur et ces chapeaux ont été fabriqués à partir d'un roseau, le aehu. On en trouve sur les falaises de l'île de Rapa. Mais la rareté de cette fibre végétale pousse les artisans à diversifier leurs produits. Je vends un peu de tout, des colliers, des bracelets, des éventails. Et puis des fois je fais aussi des paniers quand j'ai le temps. De bonnes affaires en perspective pour les visiteurs, les touristes surtout. C'est super joli. Franchement, j'adore. Vraiment, bluffé par le savoir-faire, c'est super joli. Les thés d'oreiller sont sa spécialité. Florence en coûte 10 par semaine. Auprès de sa clientèle, les motifs de fleurs ont toujours autant de succès. Et puis, là, c'est les thé aussi, ça. Elle est au fruit. Ça se vend bien, ça? Ça vend bien, elle est en taurien. De mai à octobre, durant la saison fraîche, les fruits et légumes poussent en abondance. Le reste de l'année, il fait très chaud. Une période propice aux patates douces, aux poivrons et surtout aux nuisibles. Moi, personnellement, je prends des produits locaux parce que dernièrement, on nous a appris ici à ce qu'on a fait des démonstrations. Par exemple, les feuilles de okoro ou les feuilles de papaye, on les met dans l'eau pour donner un certain temps pour que ça pourrit. Mais tu peux traiter sur tes légumes, par exemple.
Pour motiver les exposants, le comité organisateur a mis en place différents concours. Artisanat avec des concours de paniers, de chapeaux et une première coupe de bébé. Autre concours, sans doute le plus difficile, celui du foyer d'antan, ou à quoi ressemblaient les maisons des années 1925. Nous, on vivait dans ces maisons-là. Moi, j'ai vécu dans ces maisons par rapport à mes parents. Et parce qu'à l'époque, ils n'ont pas de moyens pour acheter les ciments, les personnes ne travaillaient pas, il n'y a pas d'argent. Eh bien, ils construisaient des maisons comme ça. Un marché du terroir aux allures de répétition générale en vue du prochain Festival des Arts des Australes. Il aura lieu du 5 au 11 novembre prochain. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale retenue pour ce mercredi concerne la chirurgie bariatrique pour combattre l'obésité qui sera plus encadrée. Une décision du pays qui estime qu'elle doit être réservée aux patients qui en ont réellement besoin. Les professionnels de santé s'étonnent. Ils n'auraient pas été consultés. Demain, Édouard Fritsch fera un bilan de sa mission à Paris. Le président de la Polynésie sera l'invité café de la matinale radio. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, produits locaux, quel quota dans les cantines à suivre sur la première, une émission spéciale Vevo. Nous vous en parlions dans ce journal. Elle sera suivie d'une belle histoire qui a conquis le jury du FIFO 2022. C'est l'histoire de deux femmes qui ont vécu leur enfance sur l'atoll de Puka Puka aux îles Cook. Elles y retournent pour retrouver ce monde océanien et renouer avec ce sentiment d'appartenance. Et en fin de soirée, hé. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.